Monsieur Borez, merci d'être présent et nous allons donc accueillir Monsieur Pascal Berthaud, qui est directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Et c'est un établissement public plus connu sous le nom de CEREMA. Donc, monsieur le directeur général, je m'adresse à lui en votre absence, plutôt à vous, bien sûr. Je vous remercie d'être présent avec nous. Donc, je rappelle que le CEREMA est issu de la réunion en 2014 de 11 centres d'études techniques de l'État. Il a vocation à intervenir en appui aux collectivités territoriales et aux services déconcentrés de l'État sur des questions d'aménagement et de développement durable. La résilience des territoires est devenue une thématique majeure de son action. Il a du reste publié il y a 1 an une boussole de la résilience, qui est une sorte de vade-mecum destinée aux collectivités pour les aider à préparer, ou à se préparer plutôt, à affronter les crises du futur. Monsieur Borez, si vous le souhaitez, alors est-ce que vous pouvez commencer à parler avec nous peut-être du CEREMA et peut-être un petit peu de cette introduction, et ensuite monsieur le directeur pourra peut-être reprendre la parole lorsqu'il sera présent. Alors, je supplée aujourd'hui monsieur Alexandre Freschki, le président de cette mission, et qui est présent, qui n'a pu être présent, est présent à nos côtés donc Thomas Gassilou, qui est le rapporteur de cette mission et qui donc va prendre en charge la suite de cette audition, du fait aussi d'un rendez-vous que j'ai juste après. Et nous sommes aussi en compagnie de Marine Brégnier, députée, qui sera aussi là pour poser quelques questions, puisque je vous proposerai après d'avoir un échange de questions-réponses. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Oui, alors je peux peut-être tout de suite, vous avez présenté le CEREMA et M. Berthaud pourra le faire bien mieux que moi, peut-être rentrer dans le vif du sujet sur ce que fait le CEREMA en matière de résilience. Donc il y a quatre façons d'agir sur la résilience au CEREMA, qui est en effet au cœur de la stratégie de l'établissement, avec même un angle, j'allais dire, sur l'adaptation au changement climatique, qui est y compris même dans le logo maintenant du CEREMA, puisque c'est Territoire et Climat de demain. Donc 4 façons d'agir. La première, c'est autour des approches intégrées, j'en parlerai. Une façon d'agir face à un certain nombre d'aléas un peu spécifiques que je détaillerai. Une façon d'agir autour d'un certain nombre de composants, par exemple les infrastructures, le bâtiment, on zoome un peu. Et puis, on développe aussi des solutions qui, on va dire, quand elles sont mises en place intelligemment, sont naturellement résilientes. Je pense à l'économie circulaire, la nature en ville, j'y reviendrai. Donc, dans la première partie, la première façon d'agir, c'est des approches intégrées. On pourra faire un zoom sur la boussole parce que c'est moi qui l'ai conçue, donc je pourrais vous expliquer dans quel esprit elle a été créée. L'idée, c'est d'accompagner les territoires un peu dans la logique, si vous connaissez les PCAET, voilà, c'est qu'on regarde un peu toutes les composantes et on essaye de comprendre quelles sont les menaces les plus impactantes, quelles sont les vulnérabilités les plus grandes, et de comprendre quels sont les effets dominos possibles. Et donc, c'est ça qu'on essaye de développer. Donc, on n'est pas dans une approche d'expertise dure, mais on est plutôt dans des approches plutôt stratégiques, avec une idée de mobiliser les acteurs. Ça fait partie du cœur de notre méthodologie. En disant, on essaye de travailler sous format d'atelier avec les associations, les élus, les acteurs économiques, y compris même les habitants. On essaye d'aller jusque-là quand les collectivités le souhaitent. Donc ça, c'est voilà, une façon d'aborder les choses. Et on a des exemples à toutes les échelles de territoire, vraiment de la commune, de l'EPCI, de la métropole, on sait faire ça. Et puis toutes les typologies, territoires ruraux, territoires littoraux, on a beaucoup d'actions bien sûr, territoires de montagne, voilà, où il y a les sujets climat, j'allais dire, même si ce n'est pas que ces sujets-là, ils sont souvent extrêmement prégnants. Sur ces approches intégrées, on a une formation aussi, voilà, qui peut se décliner sous plein de modes possibles, et plutôt destinée à des chefs de projet. Je vois M. Berthaud qui se connecte. Donc je termine et puis je laisserai la parole. Ensuite,
Bonjour. Bonjour à tous. Désolé, j'avais des problèmes numériques, comme on dit. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Depuis ce matin, c'est absolument infernal. J'ai l'ordinateur en carafe. Enfin bon, bref. Ok. Écoutez, bonjour. J'étais en train de… Donc, je reprends la parole parce que c'est Carole Bureau-Bonheur qui avait lancé l'audition, mais malheureusement, elle a dû s'absenter également. Donc, en votre absence, M. Berthaud, on avait commencé l'échange avec M. Borez. Peut-être que M. Borez, si ça vous convient, M. Berthaud peut prendre le relais. Donc, on vous laisse, M. Berthaud, Bien entendu. un propos introductif et ensuite, on pourra passer aux échanges. Oui, bien sûr, avec plaisir et encore une fois, mille excuses. C'est d'autant plus bête qu'effectivement, ce sujet de la résilience, pour nous, il est assez majeur. Clairement, ces questions de vulnérabilité, de résilience sont complètement imposées, si j'ose dire, comme un concept de base à prendre en compte dans l'aménagement. Bon, évidemment, avec la crise du Covid-19, une acuité supplémentaire qui a montré à quel point ça pouvait être important. C'est vrai que nous, on a restructuré l'ensemble du CEREMA autour d'un certain nombre de compétences techniques, mais finalement toutes liées par un sujet de base qui est le changement climatique et notamment l'adaptation au changement climatique. Et c'est vrai que en fait, on devrait dire résilience et adaptation au changement climatique parce que finalement, les questions d'adaptation, pour l'essentiel, sont des questions de résilience en tant que telles. Du coup, nous, ces questions-là, elles sont devenues vraiment fédérateurs de l'ensemble de nos activités et on s'est beaucoup investi effectivement sur le sujet à travers en fait 4 grands types d'approches opérationnelles. Une approche intégrée qui permet finalement à l'échelle d'un territoire de bâtir une stratégie territoriale de résilience en irriguant finalement l'ensemble des thématiques. Évidemment, l'idée, c'est de mieux comprendre l'ensemble des menaces et d'identifier effectivement les actions que la collectivité doit mener pour arriver à augmenter sa résilience. Alors, on a développé un certain nombre d'outils, dont notamment une boussole de la résilience qui a été assez largement diffusée et qui a pas mal fait parler de nous. C'est en fait l'outil de base qui est au cœur de la méthodologie qu'on développe pour finalement accélérer la résilience territoriale des collectivités. On propose évidemment à côté de ça des formations sur mesure, à la fois pour les chefs de projet, pour les élus, pour les cadres de dirigeants. Et en fait, on mobilise cette approche vraiment sur tout type de territoire, quelle que soit l'échelle. Ça va des grandes métropoles, Lyon, Nantes, Paris, à des territoires beaucoup plus ruraux comme Montluçon, la Nièvre. Enfin, donc on voit bien que cette approche-là, elle peut se faire à l'ensemble des échelles. Et puis évidemment, cette approche, on la développe au sein de l'ensemble des programmes auxquels on peut concourir, que ce soit les CRTE, l'appel à projet littoral avec l'ANEL, j'en parlerai tout à l'heure, dans le programme Montagne. Enfin, c'est un peu un fil conducteur, effectivement, de l'ensemble de nos actions là-dessus, qu'on appuie évidemment. Ce qu'on essaye de faire sur l'ensemble de nos actions, c'est de s'appuyer également sur une stratégie de diffusion des connaissances assez forte, avec effectivement la mise en place du centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui nous permet de capitaliser effectivement les expériences, la connaissance et de la rediffuser. Pour vous donner une idée, sur les 18 derniers mois, on a accompagné 30 à 40 collectivités sur cette approche et globalement, je dirais que si on pouvait faire plus, on ferait plus, parce que ce qui nous limite aujourd'hui, c'est pas tellement la demande, mais c'est notre capacité effectivement à répondre. D'une part parce que globalement la capacité du CEREMA est en baisse, sujet du PLF en cours de route, mais aussi parce que progressivement au sein du CEREMA, on forme un certain nombre de nos collaborateurs à ces approches-là pour qu'ils puissent aller intervenir auprès de collectivités. Et donc, il y a un curseur qui est en train de se déplacer dans les compétences de la maison, et ça prend aussi un certain temps.
La deuxième approche, qui est plus classique et plus ancienne pour nous sur ces questions de résilience, c'est évidemment la question de la gestion des risques, de la gestion des aléas. CEREMA est compétent, est un petit peu l'expert national sur des sujets comme les inondations, les mouvements de terrain, submersion marine, un certain nombre de risques liés au changement climatique, questions de ressources en eau, de pollution de l'air, de bruit. Et évidemment, depuis, pour le coup, assez longtemps, on a mobilisé un certain nombre d'outillages spécifiques qu'on essaye d'ailleurs de déployer, notamment dans le cadre d'appels à partenaires qu'on organise effectivement pour les collectivités, ce qui permet de travailler les méthodes à partir de cas concrets, de les mettre au point. Au passage, évidemment, de travailler sur les territoires en question, mais évidemment, derrière, de capitaliser et de rediffuser l'expérience à l'ensemble. Alors, on a en cours un appel à partenaires sur les questions, effectivement, de gestion intégrée du littoral qu'on a mené, qu'on mène, effectivement, en partenariat avec l'ANEL, l'Association des élus du littoral, et on est en train d'en lancer un sur la GEMAPI, que l'on mènera cette fois avec la DCF et la NEB, l'association des élus de bassin. Là derrière, d'autres interventions évidemment plus ponctuelles, soit à froid. Typiquement, on travaille en ce moment avec la ville de Grenoble sur l'adaptation de sa stratégie de réponse au risque, soit à chaud. Meilleur exemple étant les inondations dans la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays niçois, où, pour vous donner une idée, quand le premier hélicoptère décolle le samedi matin, il y a 2 agents du CEREMA dedans qui confirment justement les évolutions à chaud. La troisième approche qu'on a sur ces questions de vulnérabilité, c'est effectivement une approche par composante du territoire, hein, un petit peu par brique, alors avec évidemment, compte tenu de notre passé, un zoom particulier sur la question des infrastructures, où évidemment on développe des méthodologies assez poussées sur le sujet. Exemple, on travaille en ce moment avec SNCF Réseau sur un diagnostic de la vulnérabilité physique des infrastructures ferroviaires de l'axe Seine. On a effectivement des expérimentations sur la réaction des infrastructures routières, cette fois-ci, aux questions de changement climatique, avec des vrais sujets, hein, parce que si vous voulez, les différentes couches de la route se comportent plus de la même façon, et donc là aussi, ça nécessite des actions particulières. On a là aussi une quinzaine de projets structurants sur les 10 derniers mois sur ce genre de sujet. Et puis, quatrième approche sur le sujet, c'est évidemment plus une approche par solution, cette fois-ci par levier de résilience. On a une grosse action en matière de solutions fondées sur la nature, que ce soit sur les questions de température, notamment avec les questions de nature en ville, que ce soit sur les questions d'imperméabilisation et donc évidemment de capacité à absorber des précipitations beaucoup plus fortes, que ce soit de l'accroissement de la biodiversité, etc. Donc c'est un sujet sur lequel on développe en ce moment beaucoup de méthodes à partir de cas d'usage. Évidemment, tout un tas d'actions sur les mobilités et notamment sur les mobilités actives, hein, les vélos, marches, etc. On a notamment énormément agi sur les pistes cyclables au moment du Covid. Et puis derrière, bien sûr, des travaux sur la sobriété foncière, sur l'économie circulaire qui permettent d'alimenter. Je crois que ces 4 approches, en fait, sur lesquelles on teste beaucoup avec les collectivités, bon, ça nous permet quand même, puis en gros, sur les 18 derniers mois, d'avoir, j'allais dire, une bonne centaine de tests, d'études de cas. En réalité, ces approches sont très complémentaires et finalement, l'enjeu pour nous maintenant, c'est d'arriver à ce que ces méthodologies-là puissent être déployées très, très largement sur l'ensemble du territoire national, de façon effectivement à faire avancer les choses. Pour vous donner une idée, les interventions spécialement liées à la résilience, c'était
assez peu dans notre activité il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros par an sur une activité de 200, et on pense que demain, ça sera probablement plus du double ou du triple. Donc, on est vraiment sur un sujet sur lequel, assez paradoxalement, c'est un effet positif de la crise du Covid, hein, c'est qu'il y a une prise de conscience un peu générale que finalement, les conditions dans lesquelles on vit peuvent changer de façon assez radicale, que ça peut arriver très vite, et donc la capacité à s'adapter, la capacité justement à être résilient par rapport à ça, elle est complètement essentielle dans une politique. Et c'est vrai que nous, on est vraiment frappés de voir à quel point nos interlocuteurs dans les collectivités, que ce soit les élus, les services, sont maintenant complètement impliqués dans ce sujet-là, complètement motivés pour avancer. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur la présentation générale, mais je crois que s'il y avait une chose à en retenir, c'est vraiment que c'est un sujet qui est très clairement en train de monter et à toutes les échelles. Ok, merci. Donc, merci pour cette présentation. Alors, pour tout vous dire, vous avez tellement de missions sur tellement de nombreux domaines avec tellement d'interactions que je serais bien en peine de devoir représenter ce qu'est le CEREMA à un collègue. Alors, c'est pour ça que je me risque, et comme ça, vous allez mesurer de delta entre ce que vous êtes et ce qu'on croit que vous êtes. Mais finalement, je vous vois finalement comme un établissement public qui produit des solutions d'ingénierie pour notamment faire face aux risques, et ensuite qui à la fois finalement peut être mobilisé par les services de l'État, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré ou pour les collectivités, pour apporter des briques d'expertise, soit à froid dans la conception de politique publique, ou soit à chaud pour faire face à une crise. Est-ce que je suis loin de la description ou pas? Non, ça résume assez bien. Vous pouvez même rajouter une troisième mission au milieu de tout ça, qui est justement la diffusion des connaissances. Si vous voulez, nous, quand on se décrit, en gros, on se décrit avec 3 missions. Une mission de recherche, d'innovation, de développement méthodologique. Au passage, d'ailleurs, ça nous a amené à penser qu'on était quelque part le maillon manquant entre ce que pouvaient faire des instituts de recherche et ce qui se fait en lambda avec des bureaux d'études privés, etc., sur le terrain. Donc, on s'intitule un peu passeur de savoir, et vraiment, on est sur cet intermédiaire. Ça nous a amené à développer une activité de recherche, pour le coup, structurée selon les canons de la recherche, avec des UMR, des machins, etc. Ça fait à peu près 10% de l'activité du CEREMA. Et en gros, 50%, c'est justement comment je prends ces résultats de recherche et je les transforme justement en méthodologie, comment je fais de l'innovation derrière, etc. Le deuxième aspect, vous avez raison, c'est comment je vais le tester sur le terrain avec les services de l'État, avec les collectivités, avec principalement pour nous deux enjeux majeurs. Le premier, évidemment, c'est toujours d'être justement dans l'expertise, dans l'innovation, ce qu'on a appelé un petit peu l'expertise de deuxième niveau. Ce qui est d'ailleurs assez variable de savoir où est le curseur entre le deuxième et le premier niveau, parce que typiquement quand on est outre-mer, on fait des fois des choses beaucoup plus basiques que quand on est à Lyon, parce que évidemment les besoins en matière d'expertise publique sont pas du tout les mêmes, et surtout les forces en présence sont pas du tout les mêmes. Je veux dire, la métropole de Lyon, je dis Lyon parce que notre siège est à Lyon, hein. La métropole de Lyon, elle n'a pas besoin du CEREMA pour faire son ingénierie courante, etc. Par contre, on fait beaucoup d'innovation avec elle. Et puis effectivement, le troisième point au milieu, c'est pour ça que j'insiste, c'est la diffusion des connaissances, parce que l'enjeu, je dirais, au-delà de mettre au point des méthodes, de tester, de machin, c'est justement ce spread sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est le sujet sur lequel on pense qu'on a beaucoup à progresser, et on est en train de le faire.
avec à la fois l'organisation d'une animation technique du territoire national. Alors, on avait ça dans le domaine des infrastructures, ça s'appelait les quotitas. On a essayé de déployer ça sur l'ensemble de nos thématiques et à travers des conférences techniques territoriales, l'idée étant d'associer l'ensemble des techniciens, des collectivités, de l'État, et justement, si vous voulez, d'avoir un travail collectif et de diffuser les méthodologies. Et puis, évidemment, à travers une plateforme d'appui territorial qu'on est en train de bâtir et qu'on devrait ouvrir l'an prochain. Voilà, mais cette notion de diffusion, elle est pour nous vitale parce que, si vous voulez, tant qu'une méthodo ou un truc comme ça reste au CEREMA, elle ne sert à rien, quoi. Je veux dire, pour que ça serve. Non, mais à un moment, on vit avec de l'argent public, il faut qu'on rende au pays ce que le pays nous donne, quoi. Ok, très bien. Merci. Je crois que notre collègue Marine Brunier avait une question pour vous. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Alors, je suis députée de la vallée voisine de la Roya, à savoir la vallée de la Vésubie, qui a également été frappée par la tempête Alex. Pour ma compréhension personnelle, mais également pour celle de ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement votre ingénierie, ce que vous apportez? Donc là, typiquement sur la tempête Alex, je crois comprendre que vous n'êtes pas intervenu du coup sur les vallées de la Vésubie et de la Tinée, sur lesquelles, en matière d'ingénierie, donc nous avons les services de la métropole Nice-Côte d'Azur qui sont intervenus pour prévoir l'avenir et les nouvelles infrastructures qui devront être mises en place en lieu et place des ponts qui ont été détruits ainsi que d'un certain nombre de voiries. Je me souviens au moment de cette crise que l'armée avait été envoyée en urgence sur place dans la vallée de la Roya pour pouvoir créer des ponts provisoires. Est-ce que vous, votre vocation, elle est de travailler avec l'armée dans l'urgence lorsque vous intervenez à chaud? Et quand vous parlez d'intervention à froid, est-ce que très concrètement, vous envoyez aux collectivités territoriales des approches en leur expliquant, attention, votre territoire est sujet à un risque de tempête, est sujet à un risque de vagues submersion et autres, en leur proposant de mieux aménager leur structure et leur mode de fonctionnement. Parce que j'ai vraiment du mal à comprendre la manière dont vous fonctionnez et dont vous travaillez. Excusez-moi si vous faites si vous oblige à faire de la redite, mais j'ai vraiment besoin de comprendre et je pense que ceux qui nous écoutent aussi. Non, vous avez complètement raison. Il y a effectivement, je crois que vous avez raison, il faut séparer les deux modes d'intervention, à chaud et à froid. À chaud, on est le plus souvent en appui de l'État et des services de l'État, ce qui s'est passé typiquement sur la Roya et plus globalement sur l'événement. On peut aussi être en appui du Conseil général, ce qui est le cas d'ailleurs sur un certain nombre d'infrastructures, sur la Roya, sur les aspects routiers. C'est vrai qu'on est plus rarement à chaud en appui des collectivités, tout simplement parce que la façon dont on peut intervenir pour les collectivités est encore un petit peu compliquée. Ça changera peut-être après la loi 4D, enfin ça devrait changer après la loi 4D, mais les constantes de temps font que typiquement c'est assez compliqué. Alors, pour le coup, on a fait un certain nombre de choses sur la métropole de Nice, mais c'est vrai qu'on est plutôt en second rideau. À froid, effectivement, ce qu'on est capable de proposer à des collectivités, c'est bien d'avoir une réflexion complètement globale sur leur stratégie d'aménagement. Je ne sais pas, Nicolas, si tu peux donner un exemple dans une collectivité, par exemple, qui donnera une chose un peu concrète sur ce qu'on arrive à produire, quoi. Alors, si on parle des choses à froid, en effet, sur une collectivité, par exemple, ce qu'on a fait dans la Nièvre, ça me semble intéressant sur l'adaptation au changement climatique, c'est qu'on a regardé les différents phénomènes physiques que généreront le dérèglement climatique, les hausses de température, les phénomènes plus extrêmes d'inondation, de tempêtes, les sécheresses de sol. Et puis, on a regardé sur un certain nombre de toutes les composantes du territoire, sur l'agriculture, sur l'eau, l'urbanisme, les bâtiments, les infrastructures. C'était quoi les impacts aujourd'hui, les impacts attendus sur le long terme.
Et donc ça, c'était intéressant parce que ça permettait déjà de prendre conscience que ce type de territoire, par exemple, pouvait être touché. Ça faisait prendre conscience, puisque c'était fait de manière collective, à tous les acteurs finalement que eux-mêmes pouvaient être touchés. Donc c'est ce que disait M. Berthaud, il y a un effet aussi de diffusion, c'est-à-dire que tous les gens qui participent à ces ateliers, quand ils retournent dans leurs entreprises, leurs associations, leurs services, ils se disent, ah bah tiens, nous aussi, on a aussi notre problème et notre part à prendre sur ce sujet. Et donc après, ça a aussi permis de voir les effets dominos, de se dire, mais s'il y a tel ou tel phénomène qui tombe, finalement, ça entraîne par effet boule de neige les autres. Par exemple, là, il y avait le stress hydrique, qui n'était pas forcément quelque chose de extrêmement cerné à la base, et puis de se dire, mais finalement, si on a des problèmes sur l'eau, ça veut dire qu'on a des problèmes sur notre industrie, notre problème sur notre agriculture, notre problème sur notre tourisme, notre problème sur... Voilà. Et donc, c'est ça, à froid, on essaye aussi de regarder. C'est des choses très concrètes, et je sais que, par exemple, le département était extrêmement satisfait de la façon dont ça s'était passé. Et puis derrière, on avait même, par exemple, travaillé sur les infrastructures dans ce département en regardant quel tronçon d'infrastructure allait être soumis à tel ou tel phénomène. On avait travaillé aussi sur la vulnérabilité économique du tissu d'entreprise, alors avec des méthodes un peu grande maille, mais c'était quand même intéressant de voir, voilà, selon la typologie d'entreprise et les aléas attendus sur ce département, qu'est-ce qui pouvait être, voilà, ça donnait des ordres de grandeur en matière d'impact sur l'emploi, sur les entreprises. Et donc après, il faut aller plus loin, mais ça permettait aussi de dégrossir. C'est-à-dire qu'après, derrière, ça permet de bâtir effectivement une stratégie d'adaptation sur laquelle, là, il y a un travail de fond qu'on fait avec les collectivités sur les différentes hypothèses. Tu sais, nous, ce qu'on pense profondément sur le changement climatique, c'est que aujourd'hui, on a d'un côté des gens qui disent « ouais, bon, c'est pas un sujet important, etc. » Là, je parle de l'adaptation. Et de l'autre côté, des gens qui disent « ça va être la fin du monde ». Nous, ce qu'on développe, effectivement, c'est que c'est ni négligeable ni la fin du monde, mais qu'il y aura des conséquences qui seront assez majeures à 20 ans, à 30 ans. Simplement, si on s'en préoccupe aujourd'hui, on est capable effectivement d'adapter. Si c'est en agriculture, c'est d'adapter les cultures d'un côté ou développer des réserves lorsqu'on peut. Si c'est dans le tourisme, c'est de trouver des méthodes qui soient plus compatibles avec le changement climatique, etc. Et que, en gros, en s'y prenant maintenant, on peut effectivement commencer à développer des solutions qui font que dans 30 ans, ça ne sera pas la catastrophe. A contrario, si on ne s'en occupe pas maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, effectivement, ça sera la catastrophe. Typiquement, pour prendre le sujet inondation, comment dire, je vais peut-être vous choquer, mais nous, ce qu'on a vu sur la Roya, il y a des choses, c'était évident que ça arriverait un jour, quoi. Si vous voulez, alors on peut toujours dire oui, c'est l'événement millénaire, le machin, etc. Enfin, sauf que les fréquences des événements sont complètement en train de bouger et que si on n'adapte pas notre stratégie d'aménagement du territoire, on aura de plus en plus de problèmes comme ce qui s'est passé dans la Vésubie ou dans la Roya. À un moment, sur le littoral, les simulations qu'on fait pour le moment, c'est que les tempêtes qui étaient centennales, c'est-à-dire que statistiquement avaient 1% de chance d'arriver chaque année, on pense qu'en 2100, on me dirait c'est dans 80 ans, mais enfin quand même, on pense qu'en 2100, elles seront quasiment annuelles ou bisannuelles, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux d'arriver chaque année. Je veux dire, à partir de là, on ne peut pas avoir le même aménagement du littoral quand la grosse tempête, qui pour l'instant apparaît comme complètement exceptionnelle, elle va se produire tous les 2 ans. Et donc voilà, si vous voulez, nous, c'est vraiment ça qu'on développe, c'est à la fois essayer de se projeter sur la façon dont les conditions peuvent évoluer et derrière travailler avec les collectivités, avec les services de l'État sur finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même plusieurs décennies pour s'adapter. Donc comment on fait pour dès aujourd'hui commencer à s'adapter? Monsieur le rapporteur, si vous me permettez de reprendre ce que vous dites sur la Roya et le fait que c'était attendu, bon, je ne me permettrai pas d'en juger, je ne connais pas assez bien la vallée de la Roya. Mais concernant la vallée de la Vésubie, certains commentateurs nationaux disaient qu'effectivement,
c'était le genre de choses qui pouvaient arriver parce que des maisons étaient dans le lit de la Vésubie. Bon, très franchement, quand on voit l'ampleur de la catastrophe et les maisons et chalets qui étaient en hauteur à une distance importante de la Vésubie et qui ont été détruits avec des pans entiers de murs sur des kilomètres et à des hauteurs astronomiques qui ont disparu, voyant le paysage avant-après, très franchement, un phénomène de cette ampleur-là, c'était pas forcément quelque chose que nous, en tout cas en tant que locaux, on pouvait envisager, même imaginer. Par contre, je voudrais revenir sur un autre point, si vous me le permettez. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est sur votre mode de fonctionnement. Comment se passe la saisine? Est-ce que c'est au territoire de vous saisir? Est-ce que de vous-même, vous faites un audit sur le territoire national pour comprendre comment les choses se passent et que vous alertez ensuite l'État en disant attention, il y a tel risque qui risque de devenir plus important, de s'accroître sur tel territoire, il faut envisager un changement dans l'aménagement du territoire. Enfin voilà, vraiment, j'aimerais comprendre comment vous fonctionnez. Je vais y venir. Juste pour finir sur, moi je ne connais pas suffisamment la Vésubie, simplement il se trouve qu'à titre personnel, j'ai été directeur de l'eau au plan national pendant une dizaine d'années. Donc j'ai géré un certain nombre de crises d'inondation. Il y a quand même deux constantes qu'il faut avoir. Enfin, en tout cas, une qu'il faut avoir, c'est qu'en réalité, la mémoire du risque est très, très faible. Moi, j'ai connu des situations, je vous jure que c'est vrai, c'était même avant d'être directeur de l'eau, où vous aviez des gens qui venaient vous voir en vous disant « mais pourquoi vous voulez limiter la constructibilité sur mon terrain? Il n'a jamais été inondé. » Vous ressortiez des photos aériennes de 10 ans avant, hein, pas 50 ans avant, 10 ans avant, où le terrain avait 1 mètre d'eau dessus. Et les gens étaient sincères, parce qu'évidemment, il y a aussi les gens, les voyous, les machins, mais c'est pas ça. Donc, la mémoire du risque est très courte, il faut l'avoir en tête. Et deux, j'insiste vraiment sur cette question d'accélération des fréquences. C'est le changement climatique, parce que, évidemment, les scientifiques, pour simplifier le discours, et on le comprend, on parle de température. On dit c'est plus 2 degrés, plus 1,5, plus 3. Nous, notre analyse, c'est qu'évidemment, il y a un sujet d'augmentation moyenne des températures, mais il y a en plus, et c'est même probablement plus grave, un sujet d'accentuation des phénomènes extrêmes. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une certitude. Je veux dire, les phénomènes qui étaient centenaux, ils seront peut-être trentenaaux demain, etc. etc. Et donc, vous avez raison quand vous dites, nous, les gens, personne n'y pensait. Ben oui, bien sûr, mais c'est cette évolution-là qui est en train de se faire et à laquelle il faut s'adapter. Alors, sur le CEREMA, donc effectivement, nous, on est héritier des services techniques du ministère de l'Équipement, hein, pour simplifier. On a donc restructuré complètement la boutique et on travaille dans 6 domaines d'activité qui sont schématiquement efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité, les infrastructures, un certain nombre de risques et de nuisances, littoral et mer, et puis effectivement cette idée d'expertise territoriale intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille à plus de la moitié dans des champs d'activité qui sont dans la compétence institutionnelle des collectivités. Et donc, évidemment, nous, on travaillait initialement quasiment que pour l'État. Et donc, l'enjeu majeur, quelque part, il y a quand même eu une décentralisation, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse travailler pour les collectivités. Aujourd'hui, on a mis en place avec la NCT un dispositif où, si une collectivité souhaite l'appui du CEREMA, il suffit qu'elle nous saisisse. On a 3 à 5 jours d'expertise qui sont complètement gratuites. Ça permet des experts de dégrossir les sujets, etc. Et puis, si la collectivité souhaite aller plus loin, ce qui est le cas en gros dans 10% des cas, là, on passe dans un dispositif effectivement financé où en gros le CEREMA en finance la moitié et l'autre moitié est financée par la collectivité avec l'aide de la NCT. C'est notamment pour les toutes petites collectivités, la NCT finance la totalité. Pour les collectivités un peu plus grosses, c'est le barème qu'ils ont adopté. Derrière, ce qu'on est surtout, donc ça, on a mis ça en place depuis la fin de l'année dernière et ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis au-delà, évidemment, le vrai sujet, c'est qu'à partir du moment où les sujets dont on s'occupe sont majoritairement des sujets de compétences institutionnelles, collectivité,
il faut qu'on arrive à trouver des façons juridiques de travailler beaucoup plus simplement et en quelque sorte qu'on puisse travailler avec les collectivités comme elles travaillent avec leur SPL, avec leur agence d'urbanisme, etc. Et ça, c'est l'objet de l'article 48 de la loi 4D qui vise en fait à transformer le CEREMA en un établissement qui soit à la fois établissement public national et à la fois établissement public local. C'est-à-dire que les collectivités puissent adhérer au CEREMA et dès lors bénéficier de tous ces services dans un cadre hyper simplifié. Alors ça, c'est l'article 48 de la loi 4D, donc il faut que la loi 4D soit votée, soit publiée, qu'on sorte le décret d'application, même s'il est prêt, et c'est donc quelque chose qui normalement devrait se mettre en place à la fin de l'année 2022. Bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. Je pense que vous nous avez vraiment utilement éclairé sur ce que vous faites et la manière dont ça s'articule avec les collectivités. Et je pense que notamment dans vos collectivités interlocuteurs, il y a notamment les EPCI, les communautés de communes qui ont la compétence GEMAPI. Je me pose quand même la question de savoir, bon voilà, quand vous travaillez avec des collectivités les unes après les autres, est-ce que finalement vous avez pour mission de consolider l'information au-delà des territoires administratifs des collectivités pour lesquelles vous travaillez, pour avoir une vision globale finalement au niveau des bases de données notamment, et puis finalement au-delà du sujet avec les collectivités sur un territoire, quelle est la nature de vos relations avec les services déconcentrés de l'État? Est-ce que vous êtes un interlocuteur automatique pour les préfectures, ou est-ce que là encore finalement, les préfectures peuvent vous saisir uniquement si elles sont un peu au bout de leurs moyens d'ingénierie en interne? Alors, sur la deuxième question, c'est évidemment pas un interlocuteur automatique. Les préfectures peuvent nous saisir. Effectivement, dans le cadre de nos missions, on a évidemment l'appui de l'État. Mais même si on développe fortement le volet avec les collectivités, l'État reste compétent. Et donc, elles peuvent nous saisir, c'est pas automatique. Et je dirais que le concept, si vous voulez, du CEREMA, au moment de la création, en fait, on a eu tous ces services techniques du ministère de l'Équipement étaient en train de s'étioler. Et en fait, on s'était posé la question en disant, finalement, il y a deux voies. Il y a une voie qui consiste à dire, après tout, on va laisser le truc s'éteindre et puis on n'aura plus d'experts publics, mais ce n'est pas forcément grave parce qu'on ira chercher des bureaux d'études privés, etc. Et c'est la voie qui a été choisie, à la fois d'ailleurs par le gouvernement de François Fillon et par le gouvernement qui a suivi de Jean-Marc Ayrault, c'est de dire, ouais, mais quand même, mener une action publique sans avoir un minimum d'expertise publique, qui soit indépendant, qui soit réactif parce qu'on peut le solliciter comme on veut, qui soit capable aussi de mutualiser des compétences à l'échelle nationale, qui est un sujet important, qui soit capable d'intervenir quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut, donc c'est un peu difficile de demander à un privé de le faire. On est arrivé à la conclusion que c'était quand même essentiel de le garder, dans la mesure où, en plus, on avait la chance, je dis on parce que j'étais à l'époque, moi, d'IRCAB, mais on avait la chance d'avoir l'exemple des Anglais sous les yeux, qui avaient supprimé toute leur expertise publique et qui s'étaient rendu compte qu'ils étaient en train de le recréer, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont complètement recréés, parce qu'à un moment, voilà, on a quand même un minimum besoin d'expertise. Donc, c'est vraiment le rôle du CEREMA. Après, voilà, c'est cette composante d'expertise publique, ça n'a pas vocation à tout faire, quoi. Voilà, ça c'est sur la deuxième question. Sur la première, oui, vous avez complètement raison, c'est-à-dire cette notion de capitalisation et de rediffusion, elle est pour nous complètement essentielle, à tel point d'ailleurs, voilà, on en a fait une de nos 3 missions, parce que quelque part, ce qu'on va mettre au point à tel ou tel endroit, l'enjeu, c'est bien que ça serve effectivement à l'ensemble. C'est d'ailleurs un point important pour nous aussi, qui est, quand on met au point des méthodes, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elles migrent vers les bureaux d'études privés. À tel point, pour vous donner une idée, qu'on a fait rentrer Syntec Ingénierie dans notre conseil d'administration, à la fois pour se garantir qu'on n'allait pas faire ce que le privé sait très bien faire, et à la fois
pour organiser le fait que quand on a mis au point des méthodologies, quelque part, les bureaux d'études privés s'en saisissent et ça diffuse de façon assez large. Bien, je pense que c'est important de nous remettre dans cette perspective historique. Et donc, si je comprends bien, si je regarde finalement depuis l'après-guerre, pour bien comprendre, donc l'État finalement dispose en propre de moins de moyens et finalement le CEREMA, c'est le résiduel des moyens d'État nationaux sur les questions d'ingénierie d'équipement. Enfin, pour tout vous dire une expérience, j'étais président d'un syndicat des eaux avec plus de 2000 km de réseau et les anciens du syndicat des eaux me disaient qu'effectivement dans les années 50-60, c'était des ingénieurs d'État qui étaient venus accompagner le territoire dans l'arrivée de l'eau, ce qui semble aujourd'hui totalement déphasé avec, on va dire, la manière dont les collectivités doivent s'organiser pour gérer elles-mêmes ces problématiques. Et donc, vous dites, dans la vision globale, qu'aujourd'hui, ces moyens ont beaucoup décru et que le CEREMA, finalement, c'est le minimum critique qui reste pour avoir le minimum enfin, en tout cas, ce qu'il faut en interne et que, dans tous les cas, vous êtes obligé de vous appuyer sur un effet levier auprès des collectivités et d'autres cabinets pour apporter du conseil de manière directe ou indirecte sur l'ensemble du territoire. C'est bien ça l'idée, effectivement. Puisque vous citez la question de l'eau, c'est vachement intéressant parce que, en fait, effectivement, historiquement, sur les réseaux, il y avait une force de frappe technique, si j'ose dire, assez forte dans l'État, que ce soit au sein, à l'époque, des DDA et des DDE. Et en fait, tout ça a disparu, a tellement disparu d'ailleurs que, pour vous donner une idée, quand il y a eu la crise, il y a 2 ou 3 ans, là, en Guadeloupe, sur les réseaux, en fait, il n'y avait plus du tout, quasiment plus d'experts publics sur le sujet. Je me souviens, c'est un peu une anecdote, mais le ministre Sébastien Lecornu qui dit voilà, on va envoyer une équipe d'experts publics et le problème, c'est qu'il se retourne derrière lui, il n'y en avait pas. À tel point d'ailleurs que dans les assises de l'eau, nous, on nous a demandé de recréer effectivement une petite force d'expertise publique sur ces sujets de réseau, alors qui s'appuiera là aussi sur des bureaux d'études privés, etc. Mais pour qu'au moins, quand on a un problème, on ait quand même quelques experts sous la main que le gouvernement, que le préfet, à l'échelle de préfet, puisse envoyer. Je ne sais pas si mes collègues ont encore une question, mais j'espère qu'en tout cas, on évalue bien, à l'aune de l'histoire, la pertinence d'avoir une telle évolution de l'organisation, parce que c'est vrai qu'en tant qu'ancien maire notamment, c'est par exemple, pour construire un PLU, vous faites appel à une tonne de cabinets privés pour faire des études sur des risques, des études sur plein de choses. Et c'est vrai que les DDT essaient de rester le plus possible présentes, mais on sent bien quand on parle avec nos aînés élus que l'accompagnement des collectivités et la présence d'opérateurs sachant de l'État sur les territoires a quand même considérablement diminué. Et j'espère qu'on a suffisamment de recul pour trouver les bons équilibres entre ce qu'on sait faire en interne, j'allais dire côté pouvoir public, et ce qui est confié à des tiers. Alors, j'avais une dernière question pour ma part. Il nous reste une dizaine de minutes, je crois, si je ne me trompe pas. La première question, je vérifie juste l'agenda pour ne pas qu'on fasse trop de temps. Donc oui, il nous reste une dizaine de minutes. 2 questions assez précises. La première qui concerne finalement le lien avec les entreprises. Alors, vous avez un peu parlé du lien avec les cabinets conseils que vous essayez de faire monter en compétences pour qu'elles proposent des solutions pertinentes, j'allais dire, aux collectivités. Et j'aimerais également qu'on évoque le lien avec les entreprises qui peuvent fournir des solutions techniques, soit d'alerte ou de meilleurs matériaux ou autres. Donc finalement, comment vous arrivez à faire en sorte que la recherche fondamentale que vous faites et cette même réflexion appliquée, ça puisse se transformer en solutions qui sont ensuite portées par des entreprises et pourquoi pas également exportées au niveau international. Bien sûr. C'est un très bon sujet parce qu'en vérité, nous, on considère que à partir du moment où on a créé cet établissement d'expertise nationale, on est à disposition de la France. Et la France, c'est l'État, les collectivités et les entreprises, évidemment. Alors, il y a un petit sujet compliqué, c'est qu'évidemment, on ne peut pas être, j'allais dire, lié à telle ou telle entreprise plutôt que telle autre, parce qu'il y a quand même des questions
de concurrence. Et donc, c'est vrai que nous, on a privilégié 2 voies pour diffuser notre savoir aux entreprises. D'abord, effectivement, c'est la recherche appliquée et l'innovation, je vais y venir. Le deuxième qu'on n'a pas encore réussi à vraiment faire décoller, mais qu'on voudrait faire, c'est vraiment de pouvoir appuyer à l'international. Parce que là, pour le coup, évidemment, il n'y a pas de sujet de concurrence. Et c'est vrai que souvent, les entreprises, notamment les grands bureaux d'études, etc., ont, en tout cas les anglo-saxons savent très bien le faire. Dans toutes les offres anglo-saxonnes, vous avez toujours un peu de l'expert public parce que c'est bien, ça fait bien, ça crédibilise. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait arriver à développer. Mais je passais un peu rapidement tout à l'heure, mais on vient seulement de finir la restructuration du CEREMA. Donc, on va développer ça dans les mois et dans les années qui viennent. Par contre, on a beaucoup développé l'appui à l'innovation des entreprises à travers 2 outils. Un outil, Institut Carnot. Donc, on est Institut Carnot sur justement toutes les solutions d'adaptation au changement climatique. L'Institut Carnot s'appelle Climadapt. Hein, donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Et là, effectivement, on travaille avec des entreprises à la mise au point de leurs solutions, au test de leurs solutions, etc. On est d'ailleurs de façon plus opérationnelle, présent aussi sur les questions de normalisation, de certification, etc. Et puis, on voyait bien qu'avec l'Institut Carnot, on touchait plutôt des PME, des PMI, mais finalement pas tellement des startups. Et donc, on a créé un incubateur qui s'appelle CEREMA Lab. On l'a créé l'an dernier. Et d'ailleurs, à notre grande surprise, positive, mais surprise, la demande d'accompagnement des startups est absolument phénoménale. Notre premier appel ces incubateurs, on fonctionne par appel à candidats, quoi, hein, en gros 2-3 fois par an. Le premier, au plan national, on a eu 120 candidats. D'habitude, c'est plutôt 20 ou 30. Et puis là, on en a un deuxième au niveau régional, dans la région Grand Est, qui est en cours, sur lequel, là aussi, on a 30 candidats. Donc, pour le coup, on voit que la demande des entreprises, particulièrement des startups, est finalement supérieure à ce qu'on est capable de fournir. Mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai dynamisme sur le sujet et on voit que les choses sont en train de se mettre en place. Je me permettrais même de préciser. Vas-y, oui, n'hésite pas, Nicolas. Le dernier CEREMA Lab, enfin le dernier appel à projet avec les startups était sur le sujet de résilience et adaptation au changement climatique en plus. D'accord, très bien. Comme vous le dites, un très gros succès. En tout cas, j'espère voilà, que vraiment, ça peut être un outil de développement économique. Et par exemple, je fais le même retour au CEA, qui est également développé. Alors, je ne sais pas si on peut comparer CEREMA, CEA, mais il y a un peu des points. C'est pas la même échelle. Non, ce n'est pas la même échelle et c'est des domaines qui sont très différents. Mais quand je vois, pareil, le niveau d'expertise qui est développé au CEA, donc pour les questions énergétiques et notamment l'énergie nucléaire, il y a beaucoup d'éléments qui sont développés qui peuvent être utiles dans d'autres domaines d'activité. Et j'espère qu'en tout cas, on arrive bien à sortir des isolations strictes privées-publiques pour faire en sorte que toute l'ingénierie et la compétence qui est déployée, y compris par le public, servent pour utiliser nos acteurs privés, que les questions de droit et de non-concurrence de marché public ne sont pas trop handicapants pour cela. Et y compris dans les parcours professionnels des gens qui travaillent au CEREMA. Je me dis que si quelqu'un travaille au CEREMA, a une bonne idée, développe quelque chose et ensuite est en mesure de créer son entreprise, de développer… c'est à la fois bon pour le monde économique, donc c'est bon pour la France, et en plus c'est bien parce qu'il va développer des solutions techniques. C'est vrai pour créer son entreprise, c'est vrai aussi pour aller travailler dans une collectivité, travailler dans un service de l'État, justement diffuser. Nous, en gros, on fonctionne avec un turnover d'à peu près 10%, ce qui c'est pour quelque chose avec des gens qui sont fonctionnaires. Donc c'est quand même un turnover plutôt élevé par rapport à ce qui se fait d'habitude, justement pour ça, parce que si vous voulez, les gens viennent, ils passent 5 ou 6 ans au CEREMA, ils vont ailleurs justement appliquer ce qu'ils ont appris, ils reviennent. C'est assez intéressant en fait, il y a une stabilité dans le mouvement quelque part, parce qu'il y a des flux importants, et vous avez complètement raison, ces flux, ils sont essentiels. Avec le privé, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, quand les gens partent, ils ne reviennent pas. Ou alors, souvent, on a des gens qui reviennent, mais allez, à 50 ans, après 50 ans, quand ils coincent un peu dans le privé. Donc là, ce n'est pas forcément très, très beau. Mais vous avez raison, cette idée d'alimenter l'ensemble de la collectivité nationale en compétences, c'est assez vital. Hein.
Alors, j'ai une autre question, si ma collègue n'a pas de question, concernant la question spécifique des ponts de secours, puisqu'on a auditionné récemment l'armée de terre qui met en évidence la reprise en compte du territoire national, qui avait été un peu, depuis la fin de la guerre froide, pas oublié, mais en tout cas qui avait fait l'objet de moins de focalisation d'efforts. Et les armées sont en train de se reposer la question sur leur contribution, on va dire, sur le territoire national. Tout en admettant que, par exemple, leur stock de ponts a considérablement diminué. Alors, j'ai entendu parler d'un centre national des ponts de secours. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec eux, mais en tout cas, comment vous évaluez à minima les moyens de notre pays pour être en mesure de redéployer des ponts si toutefois les ponts dont on disposait n'étaient plus efficients, je pense notamment. Alors, en fait, on est plus qu'en lien avec le Centre national des ponts de secours, puisqu'on l'a accueilli au CEREMA à partir du 1er janvier 2021. Donc, le Centre national des ponts de secours, c'était un service du ministère de l'écologie. Il dispose actuellement de mémoire plus de 7 km de ponts divers et variés. Et pour aller jusqu'au bout, au moment des événements de la Roya, on avait une équipe qui était dans une des vallées en train de poser un pont. Le pont est parti, a été emporté et accessoirement, le camion qui sert à poser le pont et avec tous les outils, etc., est parti aussi. Donc, ce qui est sûr, c'est que voilà, donc c'est une compétence qu'on va effectivement développer assez fortement. On voit que les besoins sont très importants. Après, je vais me permettre, je le fais dans toutes les auditions, donc je vais quand même me permettre une petite incidente. Les entités qui ont composé le CEREMA, c'était à peu près 4000 personnes il y a 12-13 ans. C'était 3200 à la création du CEREMA en 2013 et on va vers les 2400 à la fin de cette année 2021. Alors évidemment, il y avait beaucoup de gains de productivité à faire, c'est indéniable. Ces réseaux techniques, personne s'en était trop occupé pendant 30 ans. Donc, il y avait vraiment du ménage à faire. Enfin, je ne vais peut-être pas mettre comme ça dans le compte-rendu, mais voilà. Bon, OK. On est assez d'accord. Nous, quand je vous donnais nos 6 domaines d'activité tout à l'heure, en fait, ça se répartit en 22 secteurs d'activité. Simplement, quand on a fait toute notre structuration dans l'année 2020, au départ, on avait 66 secteurs d'activité. Donc, on en a supprimé 2 sur 3, avec en gros 2 critères. C'est on ne garde que les sujets sur lesquels il y a un intérêt majeur à ce que la politique publique s'en occupe. Les choses, voilà. Et puis, on ne garde que les sujets sur lesquels le CEREMA peut légitimement dire qu'il est l'expert public de référence. Alors, ça nous a amené effectivement à diviser par 3 le champ d'activité. Du coup, ça nous a permis de restructurer les équipes, d'avoir des tailles critiques, etc. Bon, je passe les détails, ce n'est pas le sujet. Simplement, la vraie difficulté, c'est qu'une fois qu'on a fait tous les gains de productivité possibles, en gros, il n'y en a plus à faire. Et donc, nous, on a un vrai débat avec l'État sur le sujet, c'est que si on continue à baisser les effectifs du CEREMA, nous, on ne sait pas, il faut qu'on nous dise ce qu'on doit couper. Okay. Accessoirement, comme les fonctionnaires, il faut qu'on récupère. Non, mais c'est réel. Enfin, si vous voulez, c'est un débat qui devient vraiment très, très prégnant. C'est comme il ne reste plus que les sujets essentiels sur lesquels on est les meilleurs, enfin, je caricature. Moi, si on me dit qu'il faut continuer à diminuer, très sincèrement, je ne sais pas faire. Okay. C'est un peu le message. Et je pense qu'on entend bien votre message. Alors, juste si je prends la question des ponts de secours, moi, dans les hypothèses ultimes de réorganisation, mais pour que vous puissiez, pas pour avoir moins de moyens, mais pour que vous puissiez éventuellement les consacrer à d'autres choses, je me dis, voyez, est-ce que c'est encore utile d'avoir un centre des ponts de secours ou est-ce qu'on ne devrait pas dire à l'armée qui a déjà cette compétence, entre guillemets, gérer les ponts de secours et vous serez en mesure de le faire aussi bien en opération extérieure, parce que des fois, il faut franchir des fleuves, que sur le territoire national. Voilà. Est-ce qu'il y a encore pas une ultime rationalisation à avoir de ce coup-là? J'y crois pas une seconde.
c'est l'intervention de l'armée sur le territoire national, que ce soit pour les ponts de secours ou pour d'autres sujets. Très sincèrement, j'y crois pas une seconde. D'accord. C'est pas le métier de l'armée. Enfin, si vous voulez, fondamentalement, Quand on utilise les contraintes, c'est que on est quand même vraiment au bout du bout, non? Et on est au bout du bout. Attendez, après c'est des choix. Hein. Oui, ok. Non, mais ça marche. Là-dessus, Okay, si vous voulez, c'est des choix en matière de politique publique. Hein. Okay. Mais pont de secours, enfin, sincèrement, on pourrait se poser la question pour un certain nombre de sujets. Hein, savoir est-ce que l'armée pourrait faire? Moi, j'y crois pas trop. Hein, mais Ok. En tout cas, ça nous fait le pont justement avec l'audition suivante. On va auditionner maintenant la direction générale de la. En tout cas, merci beaucoup pour je vous en prie. votre intervention. Et puis, merci, ça nous fait une mise en bouche également pour la loi 4DS ou 3DS. Voilà, exactement. Bientôt à voir. On n'a pas eu le temps encore de lire l'ensemble de l'intégralité des articles. Et puis, merci pour votre action et puis au plaisir d'échanger. Et très bonne journée à vous. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.